Quand on publie une photo, qu'on envoie un email ou qu'on regarde un film en streaming, on se repose sans même y penser sur un univers complètement invisible. On s'imagine peut-être des entrepôts géants remplis de disques durs, mais en réalité c'est bien plus intelligent que ça. Le stockage moderne, ce n'est pas juste une question de taille, c'est une question de vitesse, d'efficacité et surtout de survie des données. Aujourd'hui, on va lever le voile sur ces architectes cachés qui font tourner notre monde numérique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi toute cette complication? Pourquoi ne pas juste mettre des disques durs de plus en plus gros? Eh bien, parce que le volume de données explose, littéralement, et chaque octet a des besoins différents. Certaines données sont critiques, elles doivent être accessibles en une fraction de seconde. D'autres, ce sont des archives qu'on doit garder précieusement. Cette présentation va nous permettre de décortiquer les technologies qui organisent ce balai invisible et absolument essentiel. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir comment dompter ce fameux déluge de données, en apprenant à stocker plus avec moi. Ensuite, on passera à la vitesse supérieure pour un accès quasi instantané. Après ça, on verra comment on construit des forteresses numériques, que ce soit pour une simple erreur humaine ou pour une catastrophe totale. Et pour finir, on mettra les points sur les i en clarifiant des termes qu'on confond souvent. C'est parti. Allez, on attaque avec le premier défi, et c'est le plus évident, le volume. La quantité de données qu'on crée chaque jour est juste ahurissante. Et les vieilles méthodes de stockage, eh bien, elles ne sont plus du tout adaptées. C'est un gaspillage colossal de ressources et donc d'argent. Voyons comment la technologie moderne s'y attaque. Imaginez un peu le scénario. Une entreprise recrute quelqu'un. On lui alloue, disons, 100 gigaoctets d'espace. Avec l'ancienne méthode, qu'on appelle le provisionnement épais, ces 100 gigas sont bloqués, tout de suite, complètement réservés, même si la personne n'en utilise qu'un seul. Multipliez ça par des milliers d'employés et on voit l'ampleur du gaspillage de ressources qui coûte très cher. Heureusement, il y a une solution. C'est ce qu'on appelle l'allocation fine, ou thin provisioning. L'analogie de la bibliothèque est parfaite pour comprendre. C'est comme si une bibliothèque construisait une nouvelle étagère seulement au moment où un nouveau livre arrive. L'espace physique n'est donc utilisé que quand on en a vraiment besoin, même si l'utilisateur, lui, a l'impression d'avoir un grand espace disponible. C'est le sommet de l'efficience. Alors, si on les met face à face, la différence est flagrante. D'un côté, le provisionnement épais. C'est rigide, ça alloue tout d'un coup et ça gaspille. De l'autre, avec le provisionnement fin, on a un système à la demande super efficace et beaucoup plus souple. L'expansion se fait en douceur, sans devoir tout couper, ce qui est évidemment crucial pour une entreprise. Mais attendez, ce n'est pas tout. On peut être encore plus malin. C'est là qu'interviennent la déduplication et la compression. C'est un peu un duo de choc pour faire le ménage. La déduplication, c'est comme un détective qui repère tous les doublons d'un fichier et qui dit « hop, on n'en garde qu'un seul et on met une note pour les autres ». La compression, elle, c'est l'experte du rangement sous vide. Elle prend les fichiers et les compacte pour qu'ils prennent le moins de place possible. L'objectif est le même, réduire au maximum l'empreinte des données. Et pour voir à quel point c'est puissant, prenons l'exemple des bureaux virtuels. Imaginez une boîte avec 1000 employés qui utilisent tous le même Windows. Au lieu d'avoir 1000 copies du système d'exploitation qui prennent une place folle, la déduplication n'en garde qu'une seule. Le résultat, c'est simple, des économies d'espace colossales. Et, cerise sur le gâteau, ça prolonge la vie des disques SSD parce qu'on écrit beaucoup moins dessus. Ok, donc on a réussi à stocker nos données de façon super efficace, c'est bien. Mais maintenant, il y a un autre challenge, la vitesse. Comment fait-on pour que les données les plus importantes soient accessibles instantanément ? En fait, le truc, c'est que toutes les données n'ont pas la même importance, ni la même urgence. Il y a les données chaudes, celles qu'on consulte tout le temps, et les données froides, celles qu'on ne touche presque jamais. C'est un peu comme sur un téléphone, les photos de la semaine dernière sont chaudes, celles d'il y a 5 ans sont froides. Le problème, c'est que stocker tout sur des disques ultra rapides qui coûtent une fortune, ce serait juste un non-sens économique. Et c'est là qu'entre en jeu une technologie comme Smart Tier. C'est une sorte de hiérarchisation intelligente. L'image du bibliothécaire est excellente. Il voit quels livres sont les plus demandés et les met à portée de main sur le comptoir. Les vieux bouquins que personne ne lit, il les envoie aux archives au sous-sol. Eh bien, Smart Tier fait exactement ça, mais avec des données. Il déplace automatiquement les données chaudes sur les disques SSD rapides et les froides sur les disques plus lents et moins chers. Et comment ça marche concrètement ? C'est assez simple en fait. Ça se passe en 3 temps. D'abord, le système écoute. Il surveille l'activité, il regarde quelles données sont utilisées souvent. Ensuite, il analyse tout ça et il fait un classement, du plus chaud au plus froid. Et enfin, il passe à l'action. Il migre les données au bon endroit. Et le plus beau, c'est que tout ça est 100% automatique. Mais même avec ça, on peut avoir un autre souci de performance. C'est le syndrome du voisin bruyant. On voit bien l'idée, n'est-ce pas ? C'est quand une application, pas forcément la plus critique, se met à crier plus fort que les autres et à monopoliser toutes les ressources du stockage. Résultat, les applications vraiment importantes, elles se mettent à ramer. Pour régler ça, on a ce qu'on appelle la qualité de service, ou Smart QoS. Il faut voir ça comme le videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Il est là pour gérer le flux.
Il va donner des priorités. L'application critique, c'est l'invité VIP, elle passe en premier. Le voisin bruyant, lui, on le calme un peu. On lui met des limites pour être sûr qu'il ne dérange personne. Comme ça, les performances sont garanties pour ce qui compte vraiment. Bon, récapitulons. On a optimisé l'espace, on a optimisé la vitesse. Il nous reste un troisième pilier, et pas des moindres, la sécurité. Comment on se protège des petites erreurs du quotidien? Un fichier supprimé par accident, des données qui se corrompent, ça arrive tout le temps. Alors la première ligne de défense, c'est le snapshot, ou l'instantané en français. C'est tout simplement un bouton annulé géant pour les données. En 1 seconde, on crée un point de restauration. Et ce n'est pas une copie complète qui prendrait des heures et une place folle. Non, c'est une sorte d'image virtuelle très légère, ce qui veut dire qu'on peut en faire plein, très souvent. Alors, comment c'est possible d'être aussi rapide? La petite astuce s'appelle Redirect on Write. C'est super malin. Au lieu de modifier un bloc de données existant, ce qui prend du temps, le système va écrire la nouvelle version à un nouvel endroit, libre. Il met juste à jour un pointeur qui dit maintenant la version la plus récente est ici. Le snapshot, lui, continue simplement de pointer vers l'ancienne version qui n'a pas bougé. C'est pour ça que c'est instantané et que ça n'impacte pas du tout les performances. Ok, on a vu comment se protéger des petites erreurs. Maintenant, on passe au niveau supérieur. On ne parle plus de récupérer un fichier, mais de survivre à un vrai désastre, un incendie, une inondation, bref, un événement qui mettrait tout un data center KO. La base de tout ça, c'est la réplication à distance. Le concept est simple, il s'agit de maintenir une copie à jour de toutes les données sur un autre système de stockage, qui se trouve loin. Très loin, dans un autre bâtiment, une autre ville, parfois même un autre continent. C'est la pierre angulaire de n'importe quel plan de reprise après sinistre. Et là, il y a deux grandes philosophies, avec un compromis important. D'un côté, on a la réplication synchrone. L'objectif, c'est 0 perte de données. Chaque fois qu'on écrit une donnée, le système attend la confirmation du site distant avant de dire « OK, c'est enregistré ». C'est ultra sécurisé, mais ça ralentit un peu les applications et ça ne marche que sur des distances assez courtes. De l'autre côté, il y a le mode asynchrone. Là, le système enregistre localement et envoie la copie au site distant un tout petit peu plus tard. On risque de perdre quelques secondes de données en cas de pépin, mais ça ne ralentit rien et ça marche sur n'importe quelle distance. Et puis, il y a le NEC Plus Ultra, le Graal de la continuité d'activité, la configuration actif-actif. Là, on n'a plus un site principal et un site de secours. On a 2 sites jumeaux, parfaitement identiques, qui fonctionnent tous les deux en même temps. Si l'un des deux tombe, le trafic bascule sur l'autre, instantanément, sans que personne ne s'en aperçoive. Résultat, 0 perte de données et quasiment 0 temps d'arrêt. Allez, avant de conclure, il est super important de clarifier quelque chose. On entend souvent les gens mélanger 3 concepts, la sauvegarde, la reprise après sinistre et l'archivage. Or, ce sont 3 choses complètement différentes. Et ce tableau, il résume parfaitement la situation. Pour faire simple, la sauvegarde, c'est une assurance vie pour les fichiers au cas où on ferait une bêtise. La reprise après sinistre, c'est le plan d'évacuation pour l'ensemble des services informatiques en cas de catastrophe. Et l'archivage, c'est le coffre-fort à long terme, souvent pour des raisons légales. 3 besoins, 3 outils, 3 stratégies. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon de la manière dont le stockage moderne jongle avec le volume, la vitesse et la sécurité. Toutes ces technologies qui semblaient relever de la science-fiction il y a quelques années sont maintenant le moteur de presque tout ce qu'on fait en ligne. Alors, la question qu'on peut se poser pour la fin, c'est, avec l'intelligence artificielle, l'Internet des objets qui arrive en force et les quantités de données qui nous dépassent complètement, quel sera le prochain grand défi que ces architectes de l'ombre devront relever ?